Merci de suivre l'antenne, mesdames, messieurs. Bonsoir, bienvenue à votre émission Questions d'actualité et nous mettons nos projecteurs ce soir sur les 3 ans de la transition, bilan et perspective. Une large vue sur les secteurs auxquels la transition s'est attaquée depuis 3 ans, quelle est la destinée du Mali, la défense et la sécurité, les grandes réformes en matière de gouvernance, la diversification de partenariats dans la lutte contre le terrorisme, un nouveau visage de la diplomatie, la transition qui œuvre dans un contexte de souveraineté retrouvée et comme acquis une nouvelle constitution, le Mali qui est donc en 4e République, un nouveau code minier, des acquisitions pour l'armée, la formation, le recrutement, la relance de la Comatex, de l'UMPP et la reprise du trafic ferroviaire pour ne citer que ces exemples. Alors, qu'en est-il exactement? Quelles suggestions pour plus de résultats pour le Mali Koura tant espéré? Nous en parlons avec des spécialistes de différents domaines. Il s'agit de Maître Amadou Tcheoulin Diarra. Il est avocat, président du réseau des défenseurs des droits de l'homme. Maître, bonsoir. Merci, Madame la directrice. Madame Maï Niaré, elle est la vice-présidente du réseau international des femmes leaders. Maï, bonsoir. Bonsoir Sira, merci pour l'invitation. Merci. De Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, il est le président de l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA. Président, bonsoir. Bonsoir Sira, merci. Du professeur Tchefin Sissoko, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako et de plusieurs universités en France, auteur de 6 ouvrages sur l'enseignement supérieur. Professeur Tchefin, bonsoir. Bonsoir Sira Batili, bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à toutes les Maliennes et à tous les Maliens qui nous regardent. Bienvenue sur ce plateau et nous ouvrons ce débat par la défense et la sécurité. Tout part de là, pas de développement sans sécurité. Et s'il y a un secteur qui fait unanimité au Mali, c'est bien celui de la défense et de la sécurité. Un changement opéré selon les Maliens et comme acquis de l'armée. On parle de recrutement massif, d'acquisition, d'équipements de combat, de renseignement, de formation continue avec nos hommes en tenue. Alors, Maître Até Diarra, quel est votre constat par rapport à notre outil de défense? Le constat, Madame Sira, c'est que nous entamons ce qu'on appelle la phase de stabilisation. La phase de stabilisation parce que nous sommes exactement dans une situation de pays post-conflit. Post-conflit parce que le conflit, il n'est plus d'ordre interne. Parce que nous avons vécu ça pendant des années et l'armée est parvenue effectivement à stabiliser cette situation. Mais ce qui est en cause aujourd'hui, c'est que, en fait, c'est une puissance extérieure qui fait de l'infiltration, qui fait que les gens ont l'impression que le Mali n'est pas stable, alors que dans la réalité, grâce aux forces de l'ordre, nous avons une maîtrise de la situation interne du pays, de l'est à l'ouest et du nord au sud. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les stress en ce qui concerne la gouvernance militaire sont loin de nous aujourd'hui. C'est une situation qui rassure par rapport à la sécurité, à votre avis? C'est une situation qui rassure parce que les questions ne sont plus des questions d'ordre interne. Quand nous pensons à la situation d'il y a 6 ans ou même 10 ans, ou même quand nous remontons jusqu'en 2012, mais aujourd'hui, la situation qui prévaut, c'est que, en fait, c'est un ancien partenaire, dont la mainmise a été remise en cause sur la base non seulement des textes, mais aussi en pratique, qui procède par des méthodes d'infiltration pour déstabiliser. Sinon, dans la réalité, tout le monde sait que nous ne sommes pas entre nous frères qui se font la guerre comme en fait cela a été il y a des années, mais c'est parce que simplement c'est des éléments d'extranéité. Et ces éléments d'extranéité, aujourd'hui, le Mali est sur le point de les vaincre du point de vue territorial. Alors, Monsieur Mohamed Ousmane, vous œuvrez, société civile, je rappelle, vous œuvrez pour la refondation du Mali. Alors, selon les responsables militaires, 3 ans après, l'armée est plus motivée, plus confiante, plus engagée et consciente de ses missions. La montée en puissance donc qui est remarquée, vous la voyez dans quel acte concret?
pour moi, l'acquis fondamental de cette transition et qui rassure tout le monde, c'est vraiment cette prise de conscience du peuple malien, cette résilience du peuple malien et surtout la détermination, aussi bien au niveau du peuple malien que de notre armée, qui désormais veille sérieusement aujourd'hui sur la vie de la nation. Cela est extrêmement important parce que c'est ce qui a permis tout le reste. Tout le reste, depuis 60 ans, ce qui a manqué, c'est ça. À cela s'ajoute également notre liberté aujourd'hui qui s'est affirmée, notre liberté de penser, notre liberté de choisir, notre liberté de décision, notre liberté d'action. Ça, c'est des choses qui ont manqué par le passé. Et il faut s'allier à ce nouveau l'engagement, le courage et le sacrifice de ceux qui dirigent les pays aujourd'hui. Parce qu'en réalité, tout va de là. Et de mon point de vue, c'est cet acquis qu'il faut ressasser pour que les gens comprennent que c'était ça le fondement qui permet le reste. C'est parce qu'il y a eu ça que vraiment aujourd'hui nous pouvons dire que nous allons apprécier. Depuis la rectification, je peux vous assurer qu'il y a eu beaucoup d'actions aujourd'hui qui sont très positives, aussi bien dans le domaine des réformes, dans le domaine de la défense, dans le domaine de l'économie, certainement nous en reviendrons en détail, qui font qu'aujourd'hui le Mali est en train véritablement de se relever et les acquis sont immenses et ils sont tangibles, quoi. À vous entendre, on a l'impression que le peuple pèse beaucoup dans cette question de sécurité. Quand l'armée sent le peuple derrière elle, elle est plus motivée, elle donne plus de résultats. Vous savez, depuis l'expérience de Aya Sanogo, notre frère le général, qui à l'époque, le peuple a manqué à son devoir de soutenir le coup d'État d'Aya Sanogo. Donc la CEDEAO en a profité pour fragiliser nos militaires à l'époque qui avaient déjà pris conscience que le Mali est en train d'aller vers un trou. Le peuple s'est endormi, il n'a pas soutenu. Donc Aya Sanogo et ses compagnons s'étaient fragilisés et maintenant nous revenons. Depuis, ceux qui ont eu la chance de vivre et de ne pas être en prison ont observé la situation de façon passive, mais étant donné que c'est la miette dans tous les cas, ils sont convaincus qu'ils ne peuvent plus y arriver seuls, il faut que le peuple d'abord s'exprime. Donc notre chance a été que le peuple s'est soulevé d'abord. C'était une révolution populaire et ça a galvanisé nos militaires qui ont déjà dans l'âme la vérité sur la situation de notre pays. D'accord. Alors, professeur Tchefi, en 3 ans, on dit que plus de 7600 sous-officiers ont été recrutés, les autres déployés sur le terrain. Les chiffres ont évolué entre-temps. Ça vous rassure en matière de sécurité en tant que citoyen? En tant que citoyen, pour moi, vous avez parlé, et puis je ne vais pas revenir sur les acquis, certains acquis qui ont été annoncés ou des acquis qui ont été observés au cours des dernières années. Ce que nous pouvons dire aux Maliens, c'est l'idée qu'aujourd'hui, on doit tourner le dos à un ancien monde. Aujourd'hui, le Mali traverse une période qui est extrêmement délicate, une période qui est extrêmement difficile. Et la guerre à laquelle nous faisons face n'est pas une guerre qui est une guerre simple. Et ce n'est pas une guerre en fait qui concerne uniquement le Mali. Donc parler ici en disant aux Maliens que la guerre est gagnée ou qu'on est dans une situation post-conflit, c'est mentir au peuple. Je dirais, parce que ce que nous vivons ici, le Burkina vit la même chose, ce que nous vivons ici, le Niger vit la même chose, ce que nous vivons ici, je dirais, les États du Sahel vivent la même chose. C'est-à-dire que nous sommes victimes de l'installation de groupes animés par une idéologie obscure, de groupes qui veulent nous empêcher de nous épanouir. Pourquoi ? Parce que nous avons des pays qui sont immensément riches. Quand vous regardez le monde, le sous-sol du Sahel est extrêmement riche, mais nous sommes dans des pays qui sont extrêmement pauvres. Pauvres parce que nous ne parvenons pas à répondre aux différents besoins de nos populations. Donc ce que je dis là, c'est que la question de la sécurité n'est pas une question qui est résolue une fois pour toutes. C'est une question qui est permanente, qui doit être construite. Ça veut dire que les efforts qui sont organisés, qui sont proposés par le gouvernement, par la transition, ce sont des efforts qu'il faut poursuivre. Il faut aller encore plus. D'accord. Maïgnare, quel bilan tirez-vous des 3 ans de la transition en matière de sécurité? C'est positif. Pour moi, c'est positif malgré les aléas, les contraintes, les difficultés. En partant du postulat que nous n'allons jamais atteindre la sécurité à 100%, qu'il y aura toujours des défis, qu'il y aura toujours des difficultés, que nous devrons toujours surmonter les peurs et les contraintes que nous avons. Ce que nous avons pu faire en 3 ans, je me demande si ça a été fait depuis après les indépendances. Parce que ce n'était pas donné.
Et trois points vont me permettre de développer cette thèse. La première chose, c'est la fixation d'un cap clair. Aujourd'hui, comme je le dis, aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et le triptyque du président de la transition permet de fixer définitivement ce cap. Le premier point, c'est le respect de notre souveraineté. Le deuxième point, c'est le respect des choix stratégiques opérés par le Mali. Le troisième point, c'est le respect non négociable des intérêts du peuple malien. Et pour ça, le cap est défini. C'est clair et nous connaissons le sens de la marche. Et chaque citoyen pourra définitivement prendre part à cette démarche. Le deuxième point qui me permet de développer cette thèse, c'est le courage. Nous avons aujourd'hui pris conscience de notre rôle et nous nous sommes engagés. Et cette transition a décidé d'avoir le courage de sa politique. Et comment est-ce que nous pouvons faire ça? Il y a une cohérence générale. Une cohérence générale entre le discours tenu à l'extérieur, le discours tenu à l'intérieur, la formation des militaires, l'achat d'équipements, la mobilisation des troupes, la militarisation de la police et tout ce qui va avec. Donc, il y a une cohérence indiscutable et têtue qui ne peut que forcer le respect et forcer notre admiration face à ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la sécurité. D'accord. Le troisième point, c'est le soutien indéfectible des peuples afrodescendants et de la population malienne. Si la transition malienne a pu faire tout ça, c'est parce que les Maliens ont décidé de soutenir ce projet. Et au-delà du Mali, tous les Africains, ou j'allais dire les afro-descendants, ont décidé de prendre part à cette démarche. Et ça, nous sommes en train de réécrire l'histoire de l'Afrique. C'est pour dire qu'ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus forts. D'accord. Maître veut intervenir. Oui, je voudrais réagir par rapport à ce que mon collègue a dit. Je pense qu'il est dans l'erreur. Parce que traditionnellement, il y a deux types de conflits. Les conflits internes et les conflits internationaux. Le type de conflit qu'il y avait au Mali, c'était un conflit d'ordre interne, entre nous-mêmes. Et ça, nous l'avons maîtrisé. Ce conflit, nous l'avons maîtrisé. S'il suit l'actualité, ce n'est que récemment, quand la MINUSMA a voulu mettre Bair à la disposition du Mali, que, en fait, un agent s'est permis de dire les acteurs. Il dit les acteurs. Donc, il ressuscite, si vous voulez, un conflit qui était déjà réglé. Notre conflit était d'ordre interne et nous l'avons réglé. Mais maintenant, ce qui est en cause, c'est quelque chose d'extranéité. C'est parce que c'est une puissance extérieure qui infiltre. Qui infiltre par, en fait, le biais du terrorisme. D'accord. Maïniare, vous partagez cette idée? Je partage parfaitement le point de vue du professeur quand il dit que nous sommes en phase de stabilisation. Nous sommes en phase de stabilisation à cause des points que nous avons énumérés. Mais je pense que nous ne sommes pas là pour qualifier le type de conflit, c'est interne ou externe, parce que nous sommes interdépendants, qu'on ne veuille ou pas, heureusement ou malheureusement. Par exemple, s'ils font faire la manipulation dans un autre pays et que nous restons là et qu'aujourd'hui nous gérons un conflit qui n'a pas commencé ici, qui a commencé en Libye. Ce n'est pas un conflit interne qui a éclaté ici, ça n'a pas commencé là-bas, ça a commencé en Libye où on nous a transporté les problèmes, la chute de Libye qu'on nous a et nous sommes en train de gérer des dizaines d'années après. Donc si nous restons là aussi à dire que c'est simplement interne et que nous ne prenons pas en compte les postulats externes, nous allons de carrefour en carrefour nous retrouver devant d'autres réalités qui nous sont imposées justement par ce qu'il dit, soit par d'autres personnes qui manipulent, soit par d'autres pays qui ont été fragilisés par ces manipulations et ces conflits vont se transporter sur notre territoire. Donc pour moi, nous sommes dans la même lignée. Les 3 ans, l'armée malienne a été plus que performante. Et pour moi, le bilan, il est positif. D'accord. Le bilan, il est comment, à votre avis? Bon, je crois que c'est indiscutable. Le bilan est positif et de mon point de vue même très positif. Ce que je vais dire un peu, je partage le point de vue de Maître. Notre armée évolue sur un terrain extrêmement difficile. Elle est bien équipée, elle est bien formée, le nombre a très bien évolué. Je vais donner 2 exemples qui méritent d'être connus et ça va nous amener à saluer l'efficacité de notre armée. Le premier exemple, il y a eu une attaque à Bajigourma. Les populations ont crié, on ne voit pas l'armée, où sont les avions, où sont ceci. Ça, c'est un village, il y a une attaque. Après l'attaque, et ça, c'est un ancien député qui me l'a dit,
Certainement, j'espère qu'il nous suit. Après l'attaque, on a trouvé 2 ou 3 corps. Les 2 corps sont tous des fils de ce village-là. Aussi bien les camps de Jenim que les camps de Daesh, ils sont tous du fils de ce village-là. Donc c'est pour vous dire que la question de sécurité est complexe. Ce n'est pas seulement à l'armée d'apporter la sécurité. Il faut aussi que la population joue sa partition. Est-ce que notre armée va aller bombarder les villages? Quand les villageois eux-mêmes n'ont pas pris conscience qu'ils doivent prendre le risque sur eux de retirer leurs enfants de cette manipulation de la main extérieure. Donc ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est Ber avant-hier. Il faut saluer la méthode, la stratégie, le professionnalisme de notre armée. Ils ont été sérieusement provoqués, aussi bien dans les réseaux sociaux, dans les médias, par des voix qui sont connues, des mouvements, sans compter les appels, les attaques de génie, mais tout le reste. Mais avec tout ça, l'armée a gardé son sang-froid. Donc ça, il faut saluer ça. Malgré tout, l'armée a occupé le camp de Ber et elle a poursuivi ses activités, y compris des activités civilo-militaires, d'assistance, de sensibilisation. Maintenant, j'ai entendu des gens dire que l'armée a ouvert les magasins. Mais c'est normal. L'armée ne va pas venir s'asseoir sur une poudrière. Tout le monde sait que Ber a été un carrefour de tout type de crimes, de tout type de criminels. L'armée ne va pas aller s'asseoir sans fouiller les magasins, les maisons. La population doit comprendre que c'est pour son bien. C'est pour enlever tout ce qui peut être un danger. Et que désormais la population puisse travailler sereinement et que l'armée puisse tout contrôler. Ça, il faut saluer ça. Professeur Tchefi, c'est vrai que le peuple est un poids dans cette sécurité, dans cette quête de sécurité. Il faut être derrière l'armée pour la réconforter, même s'il y a des embûches sur le terrain. Alors, ce que j'ai dit pour clarifier ma position, puisque c'est vrai que dans la discussion, dans la façon de dire les choses, on peut percevoir différemment. C'était une métaphore. Je ne dis pas que l'armée n'est pas bien formée. Loin de là. Ma vision n'est pas de dire que l'armée malienne n'est pas bien formée. Au contraire, j'ai des amis qui sont dans l'armée, qui sont très bien formés, qui sont très disciplinés, que je connais parfaitement, avec qui je partage beaucoup de choses. Ce que je dis rejoint les propos de noble fils de Hamedoun qui nous dit ici, parfois les gens qui attaquent les villages sont parfois des enfants de ce village. Et c'est exactement ce que je suis en train de dire en parlant des garibous. C'est-à-dire les garibous qui sont dans nos coins, ils vivent une certaine condition difficile. Ça veut dire qu'ils se sont préparés à cette difficulté. Et donc c'est dans ce sens-là que je dis que ce sont des bombes à retardement. C'est pas pour autre chose. C'est pas pour dire que l'armée est mal formée. Non, c'est pour dire que cette bombe à retardement, nous devons regarder cela pour pouvoir mieux résoudre ces différents conflits. Parce que nous ne sommes pas des ennemis les uns des autres. Et ça, j'aimerais bien qu'on se le dise. Nous sommes des alliés. Parce que si l'on gagne cette guerre, c'est le Mali qui s'en sort gagnant. Si l'on gagne cette guerre, c'est nous-mêmes. Si le Mali progresse, on va en parler de développement par la suite. Si le Mali se développe, c'est nous-mêmes, ce sont nos enfants, ce sont nos arrière-petits-enfants. Même s'ils ne seront pas là, nous devons comprendre cela. Donc ça veut dire que le succès de l'armée, c'est notre succès. Peut-être même que dans les propositions, peut-être même que nous devons tous à un moment donné jouer le rôle de cette armée pour soutenir, pour gagner cette guerre asymétrique. Et donc gagner cette guerre asymétrique, c'est regarder les petits problèmes en fait que nous avons, qui deviendront des grands problèmes de demain. C'est vrai que pendant longtemps, on parle de cette question des garibous, mais on n'a pas résolu cette question des garibous. Et ce qui s'est passé, ils se sont retrouvés dans les groupes extrémistes. Ils se sont trouvés dans les groupes djihadistes. Alors, à un moment donné, il faut qu'on prenne conscience qu'il faut qu'on se lève et qu'on règle ce problème maintenant. Parce que ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Quand je vous dis qu'il y a une couche récupérable par l'ennemi. C'est une couche récupérable, qui est récupérée, pas récupérable, qui est récupérée par l'ennemi. Et c'est une couche qui peut être récupérée par nous. Si l'ennemi l'a récupérée, c'est que nous aussi, qui sommes du bon côté du Mali, qui voulons le progrès du Mali, eh bien nous devons les récupérer. Quand je dis 1 demi-million d'enfants dans les rues qui ne disposent d'aucun dispositif de socialisation, ni familial, ni institutionnel, ce sont des problèmes en puissance. Ce sont des problèmes qui vont se répercuter sur l'avenir et qui pourront même mettre à mal le Mali, ou en tout cas le Mali nouveau. L'idée est comprise. Maïniare veut compléter en 2 mots. Compléter juste que dans la Constitution, dans la nouvelle Constitution, il y a un article qui parle justement de ça. Aujourd'hui, tous les fils et filles du Mali sont mobilisables à partir de 18 ans. Donc c'est pour conforter un peu Tchefi dans ce sens, que, comme il a dit que tous les enfants du Mali aujourd'hui doivent peut-être jouer le rôle de l'armée, pas doivent, vont jouer le rôle de l'armée parce que
nous sommes tous mobilisables depuis que la dernière constitution est passée. Tout à fait. Alors, le deuxième axe de ce débat est consacré à la diplomatie avec un nouveau visage, la politique extérieure basée désormais sur le respect de 3 principes qui guident l'action publique. Le Mali a fait le choix de diversification de partenariats. Celui avec la Russie se consolide. Rupture avec la France, géopolitique et géostratégie oblige. Il faut savoir choisir. Que pensez-vous du partenariat avec la Russie? Je vais commencer par le président de l'AREMA. Bien, merci Sira. La question est très importante. Vous savez, la diplomatie, c'est un des actes très importants de la vie d'un État. Parce que c'est ce qui permet de négocier nos relations, nos rapports avec les autres, particulièrement les relations entre les États. Aujourd'hui, notre pays, il ne faut jamais qu'on l'oublie, parmi les acquis, c'est que nous sommes dans une approche doctrinale et qui est désormais constitutionnalisée à travers l'article 34 de la Constitution, notamment les 3 principes qu'Emaï vient de rappeler, le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques et la défense des intérêts vitaux. C'est des principes doctrinaux qui caractérisent désormais notre approche et qui fait d'elle une approche doctrinale. Donc si vous respectez ces 3 principes, si vous respectez cette doctrine, vous pouvez être un partenaire avec les Maliens. Si vous êtes même malien et que vous respectez ça, vous pouvez être compris aussi par les Maliens. C'est là extrêmement important. Les nations n'existent pas sans la défense. D'où notre ouverture vers la Russie, qui avec elle aujourd'hui et bien d'autres partenaires, notre pays est en train de s'occuper sérieusement en termes de renseignement, en termes d'aviation, en termes de terre, et même sur le fleuve, nous avons aujourd'hui des engins capables de faire la guerre sur le fleuve. Ça a été permis pourquoi? Ça a été permis grâce à cette diplomatie nouvelle qui incarne la volonté réelle de nos populations, qui répond à la volonté de nos populations et de nos plus hautes autorités. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec la France qui peut marcher avec la Russie? Ce qui n'a pas marché avec la France, je vous donne un petit exemple caricatif. En 2012-2013, quand j'ai l'habitude d'échanger avec les ambassadeurs français, quand je leur dis que, quand j'ai des propos qui font entrevoir qu'ils ont un intérêt économique avec nous, ils esquivent tout de suite les sujets. C'est-à-dire qu'ils ont tellement censuré nos mentalités qu'il ne faut même pas que le Malien ou l'Africain passe à côté de l'idée que la France a un intérêt avec nous. Non, et ils sont là pour nous bousiller. C'est le manque de reconnaissance de ce que tu gagnes avec l'autre qui a caractérisé nos relations avec la France. Et surtout, la paire qu'elle a vendue, la paire est rentrée dans les cœurs de tout le monde. Il y a eu tellement de choses qui montrent aujourd'hui que cette coopération avec la France était vraiment malsaine. C'était vraiment très malsaine et il faut voir ailleurs. Il n'y a rien à tirer de bon là-dedans. Professeur Tchefi, quels peuvent être les avantages de la coopération avec la Russie à votre avis dans un contexte de partenariat gagnant-gagnant? Moi, je pense que ce qui est très important à mettre devant de la scène et même sur la table de négociation, c'est l'état d'esprit que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire un état d'esprit gagnant-gagnant. Ça veut dire que, bien sûr, dans la diplomatie, l'ouverture vers la Russie, l'ouverture vers le monde, ne doit pas avoir comme motif une fermeture des portes. La diplomatie, quand on parle de diplomatie, on parle de diplomatie dans la capacité à entretenir des relations complexes avec d'autres. Ça veut dire que chaque acteur, y compris dans nos sociétés, dans nos communes, dans nos villages, chaque acteur, chaque famille a des intérêts. Donc ça veut dire que préserver l'intérêt de quelqu'un ne doit pas se faire au détriment de l'autre. Mais cela veut dire que les acteurs sont extrêmement bien formés à table. Ça veut dire qu'on doit pouvoir faire preuve de pragmatisme. Et cette dimension pragmatique ne signifie pas qu'il faut qu'on ferme certaines portes. C'est vraiment ce que je suis en train de dire. La pensée est complexe. Si cette pensée est complexe, ça veut dire que la Russie a un intérêt aussi. Dans tout ce que le noble fils d'Ahmedoun a dit ici sur table, il n'a rien dit sur le fait que, eh bien, est-ce que la Russie n'a pas un intérêt à un moment donné? La Russie a un intérêt. Bon, par contre, c'est aujourd'hui ce que je trouve très positif dans ce qui est en train de se passer dans le monde et au Mali, c'est l'idée que nous n'acceptons plus ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire nous n'acceptons plus de rentrer dans une porte ou sur un chemin que les gens ont balisé pour nous. Nous avons notre propre chemin et nous pouvons emprunter ce chemin. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on évite une fronde internationale contre nous. Ça veut dire que dans la diplomatie, on gagne quelque chose. L'histoire que l'on va gagner au Mali
on gagne avec les autres. La question malienne est une question aussi internationale. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on importe des produits. À un moment donné, on va exporter des produits. À un moment donné, on a des négociations sur des marchés internationaux. À un moment donné, au concert des Nations Unies, on va pouvoir négocier avec d'autres acteurs pour faire avancer certains dossiers. Et si la communauté internationale va se retrouver contre nous, peut-être qu'il y a un complot, je ne sais pas, je ne rentre pas dans cette logique, mais il faut que nos acteurs diplomatiques parviennent, je dirais, à rentrer dans une négociation d'égal à égal, sans pour autant, je dirais, fermer certaines portes définitivement. L'idée est comprise. Vous voulez réagir? Oui, deux minutes et puis on va poursuivre. Oui, sinon. oui. C'est ce que je voulais dire. Parler de ce que gagne la Russie ne m'intéresse pas tellement. Parce que la Russie, nous, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas mis en doute sa sincérité. Elle gagne, nous gagnons. Ça, c'est évident, ça a été toujours mouillé et devant. Donc, pour moi, ça ne m'intéresse pas dans les sujets. Par contre, quand vous parlez de diplomatie, c'est la négociation. Et on a dit, les choix des partenaires appartiennent à l'État. C'est l'État qui doit choisir ses partenaires. Et malheureusement, c'est ce que la France ne respecte pas jusqu'à maintenant. La porte, de mon point de vue, n'est pas fermée à la France. Nous avons pris notre destin en main. Nous avons défini des règles et des principes que tout le monde doit respecter. Ça, c'est propre à tous les États. C'est ça le problème avec la France. Donc, en réalité, elle a un problème avec elle-même qu'elle doit régler d'abord. La porte malienne n'est pas fermée à la France. La preuve, vous avez parlé de visa. Elle se lève un matin, elle arrête de donner les visas. Un bon matin, sans consultation, sans concertation, quel manque de respect. Mais on agit dans le cadre de la réciprocité. Elle gagne plus que nous là-dedans. Les avions, elle se lève un bon matin pour le Burkina, pendant qu'il y a des accords qui régissent l'aviation civile, elle arrête ce vol sans tenir compte de la vie de l'autre. Et puis elle décide elle-même quand est-ce qu'elle doit revenir. Tu reviens, c'est ton titre foncier. C'est ça le problème avec la France. Sinon, la porte n'a pas été fermée pour personne. Les principes sont clairs. Respectez notre souveraineté. D'accord. Ça suppose quoi? Ne vous ingérez pas dans nos décisions. Respectez notre intimité en tant qu'État. Et la diplomatie relève directement du chef suprême, du chef de l'État. En tout cas, une première sortie internationale du président de la transition, Maître Até Diarra, et le choix s'est porté sur la Russie. Quelle lecture vous en faites? Bon, moi je pense qu'il y a d'abord le principe de la loyauté. Parce qu'en diplomatie, c'est la loyauté. Parce que j'ai cru comprendre que Bandung, en 1955, a permis les pays considérés comme tiers-monde de monter sur la scène internationale. Et c'est ce que la France ne tolère pas. Elle ne tolère pas le fait que nous jouons à égalité. Et quand ça arrive aujourd'hui, Dieu merci, Dieu nous a donné des chefs qui nous permettent de relever la tête. C'est ça la question de fond. La France ne tolère pas que les gens les regardent dans les yeux et discutent avec eux d'égal à égal. Vous avez ce que le ministre des Affaires étrangères a dénoncé? Il a dit que la France était le porte-plume du Mali. Pour une nation indépendante depuis combien d'années? Je pense que c'est ce qu'il faut saluer. Et saluer aussi le ministre des Affaires étrangères, il a dit la diplomatie culturelle. Koro de Balaou. Nous devons être respectés jusqu'y compris dans nos us et coutumes. Mais maintenant, le capitalisme international a mis un chef en France et les autres ont joué par hypocrisie. Même nous, tout le monde, mais c'est avec ce nouveau chef-là qui nous prend comme si nous étions des canards casqués. C'est ça la question de fond. La Russie, malgré les défauts qu'il peut avoir avec la Chine là, mais au moins, Mouroya Boulaou. Mouroya Boula, parce que c'est ça la question de fond aussi. On n'est pas des peuples indignes, mais c'est parce qu'à un moment donné, historiquement, nous avons eu des chefs qui ont fléchi vis-à-vis de la diplomatie internationale. Ça peut arriver pour telle ou telle raison. Mais l'occasion nous est donnée aujourd'hui de regarder notre vis-à-vis en face et de dire la vérité. La Russie ne nous traite pas de la même manière que, en fait,
les anciens pays qui nous ont colonisés nous traitent. Ce n'est pas la même chose. Et cette considération est très importante aux yeux des Maliens. Mais elle est très importante aux yeux des Maliens. Vous ne verrez aucune ethnie au Mali, ethnie Chité Fagolé. Nous, on n'a pas dit qu'on ne va pas traiter avec la France, hein, mais nous ne sommes pas bêtes parce que on va être regardant de plus en plus parce que même si on met la France de côté, mais il y a ce qu'on appelle en droit international la clause de la nation la plus favorisée. Vous savez qu'à faire Minambu, Balala, vous savez qu'à Soromo, RFE. Ces questions doivent être examinées entre nous ici. Et nous sommes là pour ça. D'accord. Tout à fait. Alors, oui. Maïniare, oui. Un déplacement historique du président de la transition. Le choix s'est porté sur la Russie, je l'ai dit. Il est revenu avec beaucoup de projets. Comment vous voyez l'avenir des relations russo-maliennes? Merci beaucoup, Sira. C'est que je me pose un certain nombre de questions. Autant je ne vois pas ce monde en noir et blanc, comme l'a dit un peu Jeffy. Nous avons un monde multipolaire. Mais autant je me pose cette question têtue, comment garder la diplomatie avec un pays qui te dit si tu parles avec ton voisin, je ferme la porte? Comment garder des relations diplomatiques saines avec un pays qui te dit que tu as le feu qui a pris ta case, j'amène un seau d'eau pour éteindre, si j'arrive pas, si tu appelles ton voisin pour nous amener aussi son robinet, je te laisse dans ton feu là-bas. Ce n'est pas un choix. En fait, nous ne sommes pas devant un choix, de mon point de vue. Nous sommes contraints d'aller vers une rupture parce que il y va de notre survie. Pas une rupture définitive, une rupture momentanée. Pourquoi? Il y a cet adage qui dit, il y en a qui partent parce qu'ils ont réfléchi, ils ont besoin, il y en a qui partent parce qu'ils ont besoin de réfléchir, d'autres partent parce qu'ils ont déjà réfléchi. Nous sommes devant ce carrefour. Il lui va de notre survie parce que à partir du moment où nous avons vu nos femmes éventrées pour retirer de leur ventre leur bébé, nous ne pouvons plus admettre ce statu quo parce qu'il y va de la survie de nos populations et nous avons cette responsabilité. Et comment voyez-vous ces justement, relations? ce n'est pas un jeu de plaisir. Nous ne faisons ni plaisir à la Russie, ni plaisir à la France. À la question qu'on me pose, la Russie aussi a des problèmes, effectivement, comme la France aussi a des intérêts, la Russie a ses intérêts. Mais qui s'occupe de la perfection? Nous n'avons pas dit que la Russie était un pays parfait. D'ailleurs, qui est parfait? Nous le sommes. Personne ne s'occupe de la perfection. Personne n'est parfait dans cette histoire. Mais où est-ce que nous avons nos intérêts? Je pense que c'est alors là toute la question. Nous avons un choc culturel au-delà même du problème économique. Par exemple, quand le maître parle du fait que Macron, le président français, tapote l'épaule des présidents africains dans leur culture, peut-être que ça passe. Mais dans la culture africaine, nous avons la gérontocratie, le respect des aînés. Tout à fait. Donc il y a un vrai choc culturel dans la façon de nous parler, dans la façon de nouer des partenariats avec nous, dans la façon de nous dicter les conduites. Donc il y a un vrai choc, il y a un problème culturel qu'il n'intègre pas dans la gestion diplomatique. C'est pour cela que le ministre des Affaires étrangères parle de diplomatie culturelle. Ouais. Parce que si vous voulez faire des affaires avec nous, il faudra encore que vous compreniez comment on se comporte. Si vous voulez faire des affaires en Chine et que vous ne comprenez pas que les Chinois sont un peuple réservé, ils sont rabaissés, ils sont comme si, comment voulez-vous travailler avec eux? Nous sommes en train de nous adapter à un comportement que nous avons en face de nous. Mais je continue de croire et de rejoindre Jeffy que le monde n'est pas noir ou blanc. C'est multipolaire, c'est multicolore. Et donc nous devons pouvoir discuter. Tu veux réagir? Juste sur l'idée que le partenariat avec la Russie, ce que je dis aux Maliens, à nous tous, aux autorités, c'est que nous ne devons pas faire les mêmes erreurs.
Si nous nous sommes orientés vers un acteur dans le passé en considérant que c'était un acteur principal qui pouvait nous aider à nous en sortir et que ça n'a pas été le cas, nous ne pouvons pas prendre le risque une deuxième fois de nous tourner vers un autre acteur en nous jetant dans les bras de ce nouvel acteur en disant que cet acteur va résoudre tous nos problèmes. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va emprunter sans cesse les mêmes chemins. Je pense qu'il faut qu'on fasse preuve de jugeote, qu'on fasse preuve de clairvoyance, qu'on accepte l'ouverture vers de nouveaux acteurs, mais en même temps que l'on se renforce. Et ça, je crois que c'est une démarche qui est cohérente. Aller vers la diversification des partenariats. Aller vers une diversification de partenariats, mais ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et ne pas croire que quelqu'un de l'extérieur va nous aider à nous en sortir. On va fermer cette parenthèse. Parlons à présent du leadership du Mali dans la sous-région, soutien au Burkina Faso et au Niger face à la CEDEAO. Une vision commune. Maître Até Diarra, c'est l'Afrique qui se réveille? Mais bien sûr, parce que les gens ils se méprennent par rapport à la nature des coups d'État. Moi, j'ai dénoncé le coup d'État qui a été fait à ATT. Nous étions à la maison de la presse. J'ai pris mon courage pour dire que si vous enlevez celui-là, Djibedo, ce n'était pas pour la beauté de la tête de la personne, hein, mais c'est parce que simplement, vous le gardez parce que ce qui est en vue, ce n'était pas bon. C'est ça la question de fond. Alors, mais maintenant, le coup d'État, quand on prend, mais le coup d'État du Mali, c'est pour notre dignité. Nous avons sauvé notre dignité et ça fait partie de la vie. Les gens vous disent, oui, les élections à Donata, Borata, Deuxièmement, le Burkina Faso, mais ils ont sauvé leur dignité. Ils ont sauvé leur dignité. Mais le Niger, tout récemment, mais il y a des choses qu'on a appris, mais vraiment, ça dépasse l'entendement humain. Comment est-ce que quelqu'un qui a été élu démocratiquement, même si le suffrage est erroné, accordons en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle une présomption de vérité. Vous êtes élu à 53 et quelques pourcents, mais vous vous mettez contre ce peuple-là. Mais quand on vous renverse, mais mon Dieu, c'est à saluer. Donc, le Mali, le Burkina, le Niger aujourd'hui, en fait, ils occupent des positions de défense de l'Afrique en tant que telle. Et le Mali, nous avons été pionniers dans ça parce que les valeurs africaines, nous les avons intégrées dans notre constitution. Il y a une disposition qui l'intègre. C'est parce que c'est la défense de l'Afrique, parce que ce qui nous menace aujourd'hui, c'est la disparition. C'est la disparition. Nous avons aussi des études qui prouvent qu'ils ne nous considèrent pas comme des personnes. Hein. L'Occident ne nous considère pas. L'Occident, même la réduction de la natalité et tout, et la politique, la dynamique de la politique en cours là, c'est de dire que on considère le Sahara comme leur propriété. Ouais. Et c'est ça. Et ça, ce sont des coups d'État en dépit d'establishments qu'on a dérangés. C'est la défense de l'Afrique. Nous résistons. Le continent résiste par des coups de ce genre-là. Il faut que les gens voient ça. Il ne faut pas qu'ils voient qu'on a interrompu une démocratie, d'accord, on a élu des gens et puis ils trahissent en fait les peuples là. Mais est-ce que vous méritez d'être là-bas? Les gens sont choqués parce que, oui, démocratiquement élu, oui, on le sait, démocratiquement élu, mais vous êtes porté au pouvoir et ensuite maintenant vous trahissez les peuples là et en dessous, vous vendez votre peuple, vos peuples là. C'est ça la question. Moi, je ne le souhaite pas pour toute l'Afrique, hein, mais j'ai l'impression aussi que c'est le deuxième aspect. Les pays qui sont du littoral, le Mali, le Burkina, le Niger, Djomaya, même CDA on a l'impression que les pays qui sont au bord de la mer, ce sont ces pays qui sont très bien traités. Les pays qui sont des pays confinés, Djomaya, on est considéré comme, si vous voulez, des dépotoirs pour que les gens comprennent les choses. D'accord. Monsieur Mohamed Ousmane, à votre avis, en quoi le partenariat africain, on peut le dire ainsi, peut se consolider avec le leadership du Mali qui soutient aujourd'hui le Niger? Permettez-moi de faire un petit rétro, c'est nécessaire. Vous savez,
quand mon frère parle de la difficulté pour les cadres formés en Russie de s'intégrer dans le travail, il faut qu'on comprenne que c'était la politique de la France-Afrique. Il y avait un système qui est mis en place pour bloquer toute possibilité pour ces cadres formés en Russie de trouver du travail. Et cette politique aujourd'hui, elle est derrière nous. C'est une question d'opportunité. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Russie, les gens pensent qu'il n'y a pas de potentiel économique, qu'on ne peut pas avoir des grands contrats de partenariat, ils ne sont pas riches. C'est un choix que les Russes ont fait. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, la Russie était menacée de disparition. Ils avaient la bombe atomique qui est restée comme l'épée de Damoclès sur l'Occident. Ils ont exploité cette épée-là pour travailler intelligemment leur défense, leur outil sécuritaire. Pendant 30 ans, ils se sont réveillés comme un monstre qui fait travailler le monde. Maintenant, ils vont à leur deuxième priorité. Maintenant, ils sont dans l'économie maintenant. Parce que personne ne peut les déstabiliser parce qu'ils sont très puissants. Donc, c'est une question de choix stratégique. Et c'est ce que le Mali... Troisième point, le Mali, je le répète encore, le Mali n'est pas fermé. On a fait un choix de collaboration sécuritaire avec la Russie parce qu'ils sont mieux placés, mieux indiqués et mieux ouverts. Maintenant, je reviens, c'est compris, ce chapitre est bouclé. Il faut répondre à la question. Je reviens à votre question. Oui. Vous savez, aujourd'hui, les coups d'État qui interviennent aujourd'hui, les populations étaient contraintes de demander le changement parce que le nouveau projet de la France et de l'Occident, c'était d'exterminer les Africains et d'occuper l'Afrique et le Sahel par le terrorisme. Merci. Pour quel objectif? Les ressources, nos richesses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça a eu un effet contraire. Contrairement à ce que la France pensait, que le terrorisme va être son projet pour s'installer, ça a été la cause de son renvoi de l'Afrique. C'est l'effet contraire. Parce que nous, Africains, dans la paix, on peut tout accepter. C'est un peu notre culture. Tant que tu es en paix, tu es tranquille, souvent ton ennemi, même tu lui donnes un baiser, il passe. Parce que tout simplement, tu es la paix, on aime beaucoup la paix. Maintenant, quand la France a amené son projet de nous éliminer, de nous tuer, là trop c'est trop. La France doit partir. Donc c'est extrêmement important à savoir, et c'est ce qui va amener le colonisateur à quitter et à revoir un peu sa coquille. Et sa France est inscrite dans cette dynamique. Elle doit revoir sa coquille, sa façon de travailler avec les Africains. Alors, le Mali qui a donc donné le temps, professeur Tchefi, l'image du Mali aujourd'hui à l'extérieur est bien appréciée, son combat soutenu est cité en exemple. Qu'est-ce qu'on doit faire pour maintenir le cap? Qu'est-ce qu'on doit faire pour maintenir le cap? Ça veut dire que qu'est-ce que l'on doit faire pour progresser? Je crois que la question c'est ça. Qu'est-ce que l'on doit faire pour du coup gagner encore plus notre souveraineté? Ça veut dire que la souveraineté, c'est pas seulement des questions de mots. La souveraineté, c'est par des actions que l'on va pouvoir poser pour que on respecte les gens et pour que les autres aussi nous respectent en tant que nation, en tant que peuple, en tant qu'individu, en tant qu'humain. Donc ça, c'est pour moi, c'est quelque chose de très important. La question de la souveraineté, je pense, donc c'est ça, le cap. Le cap qui est donné, c'est gagner un peu plus en souveraineté. Ça veut dire réussir à mettre en place des dispositifs dans nos sociétés qui fonctionnent efficacement. Donc, pour moi, je dirais que c'est l'élément central par rapport à ce que vous dites là. Deuxième chose que je dirais sur le sujet, c'est que la question de la démocratie, personne ne remet en cause la démocratie. Aujourd'hui, avec la 4e République, la démocratie est le système politique, système juridique, système institutionnel qui fonctionne. Ça veut dire qu'on croit à un système démocratique. Les présidents qu'on dit démocratiquement élus, quand vous regardez la façon dont les élections se sont opérées, vous vous rendez compte que finalement, il y a pas mal d'injustices dedans. Il y a pas mal de vols dedans. Et à partir du moment où il y a des vols pour que les présidents viennent au sommet de l'État, dit démocratiquement élu, on peut dire qu'il y a un coup d'État. Parce qu'à un moment donné, quand on donne de l'argent pour payer les votes, eh bien on est dans un coup d'État. À un moment donné, quand on triche, quand on fait du tripatouillage électoral, eh bien on est dans un coup d'État. Donc, ce que l'on voit dans nos pays, c'est que nous n'acceptons plus en fait ces injustices.
La population, moi j'ai envie de dire, le soutien populaire de la population face à ce qui est en train de se passer, ce n'est pas un soutien au coup d'État, c'est, je dirais, un rejet de tout ce qui se passe par ailleurs. C'est un rejet de l'injustice. C'est un rejet, je dirais, de la triche. Et donc, si on a des individus qui se retrouvent là dans une période de transition en disant nous avons compris le peuple et nous voulons donner au peuple sa souveraineté, nous voulons mettre en place un certain nombre de systèmes pour que ça fonctionne, alors dans cette transition, nous devons mettre en place cela. C'est vrai. Je reconnais, je l'ai dit sur votre plateau à un moment donné, j'ai dit, sur une courte période, on a réussi à mettre en place un certain nombre de choses qu'on n'a pas réussi à faire depuis plusieurs décennies. Je l'ai dit. Et je le crois. Et je dirais que ce n'est pas toujours suffisant. Il faut qu'on arrive, oui, sur cette transition, à mettre le pays sur les rails. On pourra rentrer dans les détails, dans les préconisations. Et je crois que c'est ça, en fait, qu'il faut qu'on arrive à faire. Le système démocratique est un système qui est adapté pour le Mali. C'est ce que nous disons. Et c'est ce que tout le monde consent à dire. Et donc, du coup, le soutien, c'est qu'on arrive à tourner le dos à certaines pratiques. On est pris par le temps, on doit aborder d'autres aspects aussi. Maïgnaré, on va vous faire réagir par rapport à cette image du Mali, ce leadership du Mali aujourd'hui sur le continent, on peut le dire ainsi, le Mali qui est une fierté. Que doit-on faire pour maintenir le cap, à votre avis? Pour maintenir le cap au niveau du leadership africain, d'abord nous devons obligatoirement rester conformes à notre vision. Nous ne devons pas nous écarter du cap qui a été fixé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est cet esprit d'entraide que nous n'avons plus en Afrique. Vous savez, si on avait ça, on n'allait pas laisser Kadhafi tomber, quoi. Parce que Kadhafi est tombé justement à cause d'une vision qu'il voulait développer pour notre continent. Nous aurions dû rester tous les pays derrière cet homme. Et nous l'avons livré. De ce fait, nous en payons le prix cher. Et aujourd'hui, nous sommes devant l'histoire. L'univers nous donne une autre opportunité de corriger le tir. Une opportunité de dire que nous avons regretté ce qui s'est passé. Et que nous n'allons plus nous inscrire et être partie prenante de ce qui a été fait en Libye. Et face à ces constats têtus aussi, il y en a qui sont absents. Et donc, nous devons tout faire pour pouvoir rester solidaires. Pourquoi les autres pays, les autres continents réussissent? Parce qu'ils sont solidaires, je dis. Ils sont solidaires, ils nous demandent, ils nous divisent, nous. Mais eux, ils sont solidaires autour de tout ce qu'ils font. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, Abraham Lincoln, je pense le 16e président des États-Unis disait à son temps, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ouais. Et la démocratie, qui est le pouvoir de ce peuple, justement par le peuple et pour le peuple, doit garantir un certain nombre de choses, notamment l'éducation, la sécurité, la santé, le partage équitable des ressources, la bonne gouvernance. Qu'est-ce que notre démocratie assure sur ces points vitaux pour les populations? Rien. Notre démocratie n'apporte rien. En tout cas, la démocratie dans la forme occidentale n'a rien apporté à nos pays. Et dans la société traditionnelle, quand nous regardons un peu ce que nous faisons, l'arbre à palabre, le Toguna, le Kouroukanfouga, qui est une charte qui a réuni tous nos peuples, qu'est-ce que nous avons à apprendre? Y a-t-il plus de démocratique? Quand je regarde le blond de mes parents, où un vieillard de 95 ans est obligé de laisser la parole à un enfant de 5 ans et de l'écouter, qu'est-ce qui peut être plus démocratique que le système africain traditionnel de la gouvernance africaine? Donc nous n'avons pas de leçons à apprendre chez les autres. Nous avons juste à retourner sur j'ai envie de dire nos béaba, nos basiques, afin de mieux apprendre notre leçon traditionnelle et mieux nous orienter. D'accord. Alors, on va aborder le troisième et dernier axe de ce débat qui porte sur le développement des actions menées dans un contexte de refondation. Le Mali, qui a donc procédé à de profondes réformes politiques et institutionnelles. Nous sommes désormais en 4e République et nous avons un code minier. Alors, Maître Atedjara, quel changement cela va opérer à votre avis? Oui, parce que la réforme du code minier, la réforme des impôts, c'est la parce nouvelle que, constitution. Oui, quand vous voulez changer un pays, il y a ce qu'on appelle les secteurs qui produisent les richesses. Parce qu'il y a eu des réformes institutionnelles, mais les réformes institutionnelles
excusez-moi de l'expression, le bas peuple met du temps à le mesurer. Parce que ça, c'est affaire vraiment des gens entre nous, n'est-ce pas? Mais les recherches, les richesses qu'on crée, aujourd'hui, par exemple, le code minier, les dispositions ont été mises en place. Mais maintenant, les dispositions peuvent être mises en place, mais encore faudrait-il que les cadres qui vont être mis en place soient à la hauteur. Parce que les bonnes dispositions ne sont pas forcément, en fait, qui permettent une bonne production, la conscience des cadres. Mais maintenant, mon problème, il y a eu beaucoup de réformes. Parce qu'au Mali, les deux principales branches du développement, c'est l'agriculture et l'industrie. Or, ces deux branches sont les branches les plus arriérées du développement. L'agriculture est une branche arriérée, elle est la plus populaire. Si on tient compte de nos frères et de nos enfants qui sont aujourd'hui dans les raïdas en train de vendre là, mais c'est des chômeurs déguisés. C'est des chômeurs. Excusez-moi de l'expression, c'est des chômages déguisés parce que tu passes toute la journée et vous avez quitté la campagne. Ils ne sont pas fautifs. C'est parce que simplement l'organisation de l'agriculture, le niveau avec lequel on le prend, ne permet pas effectivement à ce que ces jeunes gens-là restent dans la campagne. Parce que les besoins que les populations expriment ne sont pas satisfaits par l'agriculture aujourd'hui, en fait, qui est en train donc de fonctionner. Soit il y a un problème de technique agricole, ou bien il y a un problème en fait d'accès à la propriété foncière, ou bien qui fait que tout le monde n'a pas la terre, ou bien en tout cas c'est que le Mali n'arrive pas aujourd'hui à régler cette question fondamentale. Je ne parle même pas des industries. D'accord. Monsieur Mohamed Ousmane, on a vu également le renforcement du tissu industriel avec la relance de la Comatex, de l'UMPP. La Comatex est avec un chiffre d'affaires de 7 à 8 milliards. C'est un coup de pouce à l'économie. Quelle appréciation vous en faites et ça vous donne quel espoir? Considérez un peu l'opinion des bénéficiaires de ces industries-là. Je crois que c'est une des grandes victoires de cette transition. J'ai été présent à l'ouverture de la Comatex à Ségou. C'était la fête. Vous savez, il y a des usines, des industries qui sont devenues, qui ont une dimension même culturelle et qui sont rentrées dans notre personnalité. C'est pourquoi j'ai dit arrêter le chemin de fer à Caï, c'est un crime culturel qui mérite d'être condamné. Et les populations étaient dans une telle joie, aussi bien à Ségou qu'à Caï. Qu'à Caï, on a eu une très grande pluie, mais la population n'a même pas senti qu'il pleuvait. C'était la joie. Et je me rappelle, avant la pluie, qui a été une grâce de Dieu, il y avait une canicule terrible, où au stade, il y a au moins 25 personnes qui ont été transportées à l'hôpital parce qu'il faisait extrêmement chaud. Tellement il y a une dynamique de joie. Aujourd'hui, c'est une expansion, c'est l'économie malienne aujourd'hui qui est en train de se relever. Un tas de choses. Là, on comprend les réformes dans le domaine de la justice. Il y a eu des réformes qui sont vraiment des réformes de révolution. On a revu les codes pénals, les codes de procédure pénale, les codes de cybercriminalité, un tas de réformes aujourd'hui. L'agence de récupération, par exemple, de réparation, par exemple, par rapport aux victimes de la guerre, et surtout une agence nationale de recouvrement des biens gelés dans le cadre de la lutte contre la corruption. Ça, c'est des grandes réformes. Quand vous partez au niveau du domaine de la défense, il y a l'école de guerre qui a été créée. Il y a la police, Maïladi, qui a été militarisée. Il y a un tas de formations, un tas de réformes dans ce domaine qui ont été également réalisées. Aujourd'hui, les œuvres sociales qu'on a vues à travers les actions du président de la République ont fait plus d'heureux et de joyeux que beaucoup de projets de développement qu'on a connus sur la France-Afrique. À la fin des projets, on n'avait que de la poussière. Ces œuvres sociales aujourd'hui ont permis des secteurs comme l'eau, l'éducation, la santé, aujourd'hui, de faire le bonheur de ces populations.
On a vu des hôpitaux qui ont été créés aussi bien dans le domaine militaire, des hôpitaux militaires, un hôpital militaire avec une technologie de dernière génération. On a vu la pédiatrie, on a vu un hôpital pour les sportifs avec un équipement de pointe, et pourtant on était sous embargo. Ouais. Mais il y a une autre chose que les gens ne savent pas, qui fait partie aussi des mystères de cette transition. Vous savez, la Banque centrale, chaque année, la dette extérieure, le Mali doit payer des milliards à la Banque centrale. Et la Banque centrale, elle ne t'avertit même pas. Le jour où l'argent doit être dans le compte, il vérifie dans le compte. Si ce n'est pas dans le compte, tout de suite, ça passe dans tous les médias. D'accord. Et c'est des situations comme ça qui ont déstabilisé beaucoup de pays. Notre pays n'a jamais été en retard jusqu'à aujourd'hui. D'accord. C'est intéressant, mais on ne pourra pas tout évoquer donc, ici. On ne sera pas exhaustif. On ne sera pas effectivement exhaustif. Oui. C'est pour vous dire tout simplement, aujourd'hui, en matière de développement, il y a des avancées miraculeuses même pour un État qui est sous embargo, qui est attaqué de tous les côtés. Je m'arrête là. D'accord. Vous l'avez dit, le trafic ferroviaire a repris sur l'axe Kaï-Bamako. Bamako-Kaï, 6 voyages par semaine. Les populations disent être soulagées et leurs riverains ont repris les activités économiques. Alors, on va rappeler aussi les œuvres sociales et celles en matière de santé du président de la transition. Plus de 300 forages réalisés, une quarantaine d'ambulances, des distributions de vivres et non-vivres aux démunis, construction de 3 centres de dialyse à Bamako et Ségou. Alors, professeur Tchefin, je me tourne vers vous. Oui. Tout cela vous donne quel espoir pour le Mali Croix? Bon. On peut dire qu'il y a de l'espoir pour le Mali, beaucoup d'espoir pour le Mali. Moi, j'ai des convictions fortes sur les Maliens. Vous mettez un Malien, je vous assure, dans un environnement chaotique, le Malien, il reproduit le chaos. Il va être celui qui va porter le chaos. Vous mettez le Malien dans un environnement qui est performant, le Malien, il va faire preuve de performance. Il va être plus performant que n'importe qui. Vous mettez les Maliens quand il y a même des histoires qu'on raconte, quand les Américains sont allés sur la Lune, il y a un Malien qui lui disait « Ibitakulasa ». Donc c'est pour dire que le Malien, il voyage un peu partout, au-delà de la plaisanterie. Le Malien peut faire preuve de beaucoup de performance. Le Malien est un caméléon, ça veut dire qu'il s'adapte à son environnement. Le Malien est un renard, c'est-à-dire qu'il est rusé, il peut réussir à faire beaucoup de choses. Je vais inventer un nouveau mot chez vous ici. Le Malien est un camérénard, c'est-à-dire un caméléon et un renard en même temps. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espoir là-dessus. Une fois qu'on a dit ces choses positives, il convient de regarder nos réalités en face. Certaines réalités qui nécessitent aujourd'hui qu'on prenne à bras le corps la question de la professionnalisation de nos enfants. Pour qu'il ne suffit pas de développer la Comatex, c'est très bien qu'il faut mettre en service. Le système ferroviaire, c'est très très bien de mettre en place, mais il faut qu'on arrive à professionnaliser nos acteurs, nos jeunes, à occuper des métiers. Il faut qu'on mette en place un système de professionnalisation beaucoup plus précoce pour que nos enfants puissent réussir à porter nos industries. Ça veut dire qu'il faut qu'on les oriente dans les secteurs professionnels et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dès demain. Dès cette transition, il faut qu'on arrive à mettre ça en place. Parce que on voit que dans le système éducatif, il y a plusieurs styles éducatifs qui se mettent en place. Il faut qu'on arrive à réfléchir sur un nouveau style éducatif qui permet à nos enfants d'être encore plus performants. Puisque aujourd'hui, nous avons besoin de mettre en place, je dirais, ces types de systèmes. Nous devons avoir un mouvement collectif de marcher en fait vers la liberté. C'est ce qui a été engagé, c'est-à-dire la liberté, l'indépendance, etc. Nous devons le faire avec le travail, par le travail. Nous devons le faire avec honneur. Ça veut dire que le Malien a besoin de retrouver cet honneur. Ça veut dire que le Malien a besoin de s'engager dans des activités qui sont impulsées au sommet et qui sont portées par les uns et les autres. C'est ce que nous devons faire. Donc ces choses montrent qu'il y a de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. On peut compter sur les Maliens. Mais encore une fois, il faut qu'on arrive à leur donner les moyens
de cette indépendance. Ça, c'est compris. Alors, il y a de grandes annonces qui ont été faites par rapport à ces 3 ans. Il y a l'hôpital militaire qui est déjà en construction. Il y a un projet d'un hôpital de 4e génération, d'autres projets annoncés comme la compagnie aérienne russo-malienne, la construction de 13 lycées, dont 2 d'excellence, des universités prévues à Kay, Mopti, Gao et Tombouctou. Maïgnaré. Oui. Quel espoir pour tout cela? Nous arrivons à respirer, sincèrement. Nous arrivons avec cette transition à respirer. C'est comme si nous avons maintenant une sorte de bouffée d'air qui nous inspire, qui nous dit que l'avenir ne peut pas être plus sombre que ce que ça a été. Et toutes ces avancées ne sont finalement qu'une petite partie de l'énorme possibilité que nous avons. Vous imaginez par exemple, il y a eu tout ça, mais vous voyez, pour moi je pense que l'or malien, nous n'avons même pas besoin d'exploiter notre or. Je crois que nous devons laisser pour les générations futures. Souvent je ressens ça comme une haute trahison. Imaginez le tourisme inexploité de notre pays. Quand vous commencez depuis Bamako, le Mandé, toutes les régions du Mali sont constituées de zones touristiques. Quand vous partez à Tombouctou avec l'histoire de 333, c'est les universités. Nous avons un champ vaste et énorme pour le tourisme que nous n'exploitons même pas. Et ce tourisme va relancer l'économie, va relancer les transports, va relancer la destination Mali, va relancer la transformation de tous nos produits, que ce soit la restauration, parce que nous devons aussi exporter la restauration malienne, que nous ne faisons pas la promotion aussi bien. On ne promeut pas bien. Il y a la restauration, il y a le textile malien. Vous imaginez toute la création d'emplois que seul le tourisme peut créer dans notre pays. D'accord. Et moi, je crois que c'est vrai, le président de la transition a fait beaucoup. Mais imaginez l'énorme possibilité que nous avons en nous attaquant au vrai développement de ce pays. D'accord. Alors, on va faire un dernier tour de table sur vos messages à la transition aujourd'hui. Je commence par Maître Atidjara. En quelques mots, le temps est déjà fini. Ben oui, en 2 mots, mon souci, c'est comment résorber le chômage des jeunes. Les ruraux qu'on voit à Bamako, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas leur place, mais dans la réalité, il faut qu'on fasse tout pour que les ruraux aient des raisons de rester dans l'agriculture. Premièrement. Deuxièmement, la question de l'emploi des jeunes urbains. Et à ce niveau, pour qu'il y ait des régions industrielles comme Koutiala, comme Kouloukoro, et je pense à l'ICOMA. Le dossier de l'ICOMA doit être remis sur la table. L'ICOMA doit retourner dans le patrimoine de l'État du Mali. C'est un défi et il faut absolument. D'accord. Moi, je pense que si cette question de chômage de la jeunesse est abordée, eh bien, on évitera pas mal de choses. D'accord. Alors, monsieur Mohamed Ousmane, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Bien, d'abord, permettez-moi de réitérer, de rappeler une citation de notre président de CNT qui disait... On n'a plus de temps. Hein? Oui, qui disait, on n'a pas besoin de chance aujourd'hui, nous avons besoin du courage, rien que du courage. Je crois que pour l'avenir, ce qu'il nous faut, c'est de maintenir le courage. On ne peut pas aussi, quelque part, parler du code minier sans parler de la loi concernant le contenu local. Parce que ça aussi, c'est un des aspects positifs de cette réforme minière. Ce contenu local va permettre aux populations elles-mêmes de bénéficier des dividendes. C'est-à-dire que les bouchers vont avoir des marchés, les artisans vont avoir des marchés, au lieu qu'on nous amène les bœufs de Paris pour nous les vendre ici très cher et nous les faire manger. Ça, c'est un exemple. La deuxième chose, les universités, les annonces faites par le chef de l'État, c'est vraiment des projets facteurs d'intégration. Ce qui ont été des projets qui ont été toujours censurés par la politique française, la France-Afrique. Et je termine par dire que j'ai personnellement écouté des amis qui étaient tombés gravement malades, qui ont fait des examens à Paris, qui sont revenus avec les résultats. Ils ont refait les mêmes examens ici. Nos médecins ont donné les mêmes résultats. Donc il faut que les gens comprennent aujourd'hui qu'il y a des avancées, il y a des percées et qu'on croit vraiment aujourd'hui à nos institutions.
et qu'on se sert beaucoup plus du consommé malien, comme on dit, quoi. D'accord. Et merci beaucoup. D'accord. Professeur Tchefin, quel est ce message à la transition aujourd'hui? Un message pour la transition, un message pour tous les Maliens. Ce dont on a le plus besoin pour moi, c'est l'intelligence. L'intelligence. L'intelligence de pouvoir... artificielle, hein? Eh bien, parfois artificielle aussi. Okay. Une intelligence pour combattre beaucoup de choses, une intelligence pour construire, je dirais. Et cette intelligence pour construire, ça veut dire qu'on doit plus impliquer. Il y a certaines pratiques, on doit tourner le dos. C'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre à côté de nous uniquement les gens qui vont venir chanter nos louanges. On doit mettre au devant de la scène ceux qui sont en mesure de transformer la société malienne. Ça veut dire que l'école, la question de l'école, la question de la professionnalisation, aujourd'hui, il y a tendance à mettre en tout cas l'accent sur une minorité et qu'on met de côté les autres. Si on a besoin d'intelligence, on a besoin d'une intelligence collective. D'accord. Maïniare, vous allez boucler ce débat avec cet appel à beaucoup. Tous les Maliens, à la transition malienne. 4 petits points. Le premier point, c'est que l'union fait la force. Nous devons développer notre synergie d'action ensemble. Et ensemble, nous allons réussir ce pays. Deuxième point, nous ne pouvons pas construire sans le patriotisme. C'est notre patrie. Nous avons besoin d'aimer ce pays et d'aimer véritablement. Troisième point, nous devons refonder sur les valeurs, nos valeurs ancestrales. Nous ne pouvons plus refonder sur les valeurs à l'occidental. Nous devons aller aujourd'hui sur les valeurs ancestrales. Et c'est ça notre boussole. C'est ça les fondations qui nous permettront d'hérisser notre building. Le dernier point, c'est la formation de nos jeunes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir pour le Mali si nous ne mettons pas les jeunes au cœur de nos préoccupations. Mettons-nous tous au travail et travaillons pour les jeunes qui vont venir et non pour nous. Parce que pour nous, c'est terminé. Nous devons être tous orientés vers la promotion, la formation, l'orientation, l'encadrement et permettre aux jeunes de s'accaparer de ce pays et de le porter pour nous. D'accord. Merci de nous avoir invités. Ça a été un Merci plaisir. à vous, c'est à moi de vous remercier. Un appel et un cri de cœur sur lesquels ce débat se referme donc. Nous parlions des acquis et perspectives des 3 ans de la transition, les réformes politiques et institutionnelles pour la refondation et les grands projets annoncés. Nos invités étaient Maître Amadou Tchaoulin Diarra, avocat, président du réseau des défenseurs des droits de l'homme, Maïniare, vice-présidente du réseau international des femmes leaders, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président de l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, et professeur Tchefin Sissoko, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation au niveau du Mali ici, à l'Université des lettres et des sciences humaines et dans plusieurs universités en France. Il est auteur de 6 ouvrages sur l'enseignement supérieur. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur ORTM 1. Bonsoir.